Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera mon bilan culturel du mois de mars. J'ai 6 films à vous présenter, un livre, donc sans plus tarder, commençons par le premier long métrage que j'attendais particulièrement, puisqu'il s'agit du tout nouveau film du réalisateur Sam Mendes, Empire of Light, sorti le 1er mars. Morning all. Stephen here will be replacing Trevor. Hello. This whole place is for people who want to escape. People who don't belong anywhere else. It really was beautiful. It still is. Le film prend place dans un cinéma d'une ville balnéaire anglaise et nous y suivons la romance entre Hilary, interprétée par Olivia Colman, qui tente de préserver sa santé mentale fragile, et Stephen, le nouvel employé de ce cinéma. Pour le coup, il s'agit d'un film assez personnel pour Sam Mendes, puisqu'il vient puiser dans ses propres souvenirs, dans sa propre jeunesse. Il évoque notamment l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir, la question du racisme, les émeutes dans la rue, des éléments qui étaient prédominants dans le contexte dans lequel lui a grandi. Ce qui fait que le film s'ancre dans un contexte à la fois politique mais aussi social qui est omniprésent, dans le sens où il va vraiment être employé dans la narration en fait en tant qu'élément scénaristique. Il y a quelque chose qui est indéniable dans Empire of Light, c'est sa beauté plastique, puisque c'est nul autre que Roger Deakins, qui a donc souvent collaboré avec Sam Mendes par le passé, pour American Beauty, pour 1917, pour les derniers James Bond, et oui, c'est beau visuellement. Les plans en fait sont soignés, dans le sens où il y a une réelle symétrie, voilà, il y a un soin qui est porté à faire en sorte que tout soit parfaitement symétrique. Le titre l'indique, le film s'appelle Empire of Light, donc la lumière est omniprésente, ce qui fait qu'on a tout un travail sur la lumière, sur les ombres, sur les silhouettes qui se découpent, par exemple sur des lumières pendant la nuit, ou bien encore un jeu sur les reflets. Cependant, si le film est beau plastiquement, de par sa photographie, mais aussi par sa bande originale, il manque clairement de spontanéité, dans le sens où l'histoire suit un déroulé prévisible en fait, et l'enchaînement des événements qu'il y a tout au long du film est attendu. De plus, j'ai le sentiment que les thématiques sont assez larges. Il y a énormément de thématiques qui sont évoquées, que ce soit le racisme, que ce soit la santé mentale, qui sont donc comme les éléments prédominants dans le film, l'amour aussi, et le bien-être qu'apporte le cinéma. Mais j'ai le sentiment que ces thématiques sont traitées de façon grossière, dans le sens où Sam Mendes vient vraiment prendre les éléments les plus attendus pour évoquer ces sujets. Par exemple, la santé mentale, ça passe par l'internement. Le racisme, ça passe par une attaque par les skinheads. Le cinéma, ça passe par cette fameuse scène vue et revue depuis le début de l'année où on a un personnage qui est dans une salle de cinéma et qui est ému face à l'écran. Et je suis assez déçue parce que, en fait, c'est quelque chose qui est attendu lorsqu'on traite ces thématiques et pour le coup, ça ne cherche jamais en fait à aller plus loin que ces éléments assez grossiers, quoi. On va parler d'un film que j'ai vu en avant-première au mois de novembre. J'avais eu la chance de déjeuner avec la réalisatrice Mélanie Offret et le producteur du film Romain Vaxelaire. Il s'agit d'une comédie française, comédie dramatique française, Les Petites Victoires donc, de Mélanie Offret, sortie le 1er mars en France. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses. Vous avez vu ma dictée? Presque sans faute. Juste 12. Monsieur Menou, la cigarette? Bah c'est la récré. L'histoire se passe dans un petit village breton, avec comme personnage principal Alice, interprétée par Julia Piaton, qui est la mère du village, mais aussi l'institutrice de l'école. Ce qui fait que ces journées sont bien chargées, puisque elle gère à la fois tout ce qui est soucis municipaux, mais aussi les conflits avec les parents d'élèves, l'éducation des enfants. Et son quotidien va être encore plus explosif en fait, avec l'arrivée d'Émile, sexagénaire interprété par Michel Blanc, qui va intégrer sa classe avec comme objectif d'apprendre à lire et à écrire. Autant vous dire que Alice, qui n'avait absolument rien vu venir, va devoir en parallèle sauver son village ainsi que son école. Je vous l'ai dit en introduction, j'ai eu la chance de déjeuner avec la réalisatrice du film et son producteur. Donc ça s'est fait dans le cadre de ma collaboration avec un cinéma associatif qui s'appelle Le Douron, donc situé à Plestin-les-Grèves en Côte d'Armor, où j'anime quelques séances. J'avais notamment animé une séance en compagnie de Pascal Le Pennec, compositeur de la musique du long métrage de Michel Oslo, Le Pharaon, Le Sauvage et la Princesse. Donc voilà, c'est une opportunité assez exceptionnelle et j'aime d'autant plus la démarche en fait que Mélanie Offret, il lui tient à cœur de mettre en avant tous ces petits villages bretons. Donc moi en tant que bretonne pure souche, pour le coup j'habite vraiment tout au bout de la Bretagne. Donc évidemment que ces petits villages, moi je les connais bien et que je me reconnais dans le propos traité dans ces films. Ces petits villages qui ont à peine
un commerce qui encore tente tant bien que mal de survivre et où tout le monde se connaît. C'est quelque chose qui est assez familier et cette démarche-là de Mélanie Offret, elle me parle d'autant plus que dans la tournée des avant-premières qu'ils ont effectuée, il leur tenait aussi à cœur de visiter d'abord les petits villages, voilà. Ces petits villages où on a des cinémas monosalles qui représentent quand même une bonne partie des écrans de cinéma en France. Ce sont ces cinémas-là qu'ils ont choisi de visiter en fait. Et puis après, on a eu le droit à des plus grandes villes telles que Quimper, telles que Brest. Mais c'est venu bien plus tard dans la tournée promotionnelle, ce qui est une démarche assez particulière comparée à d'habitude. Donc le film, comme je disais, c'est un film qui met à l'honneur ces bourgs où on a à peine quelques centaines d'habitants. C'est la force motrice, voilà, de ces riverains qui, malgré leur nombre réduit, sont prêts à soulever des montagnes en fait. Ils se connaissent tous, donc se filent des coups de main. Par exemple, la mère qui est multitâche, qui dans son cabinet aide aussi bien aux factures qu'au conseil sexo, ce qui donne des scènes assez hilarantes par ailleurs. Donc on en connaît tous. On connaît tous ce genre de village, donc c'est facile de s'identifier au propos du film qui est quand même assez universel. Et les petites victoires, par rapport au titre, ce sont ces actes du quotidien qui sont nos combats. Ce sont des petits combats pour des petites victoires, mais qui ont une importance immense dans nos vies. Et Les Petites Victoires, c'est vraiment un film qui est rempli d'espoir, de bonnes ondes et qui fait du bien. Vous allez le voir de toute manière, il y a beaucoup de comédies françaises dans ce bilan culturel, et ça me permet aussi de dire que de temps à autre, ça fait juste du bien de se poser devant un film et voilà, de profiter d'un joli moment passé au cinéma devant un film qui vous redonne espoir, qui juste vous donne le sourire, parce que c'est ça aussi aller au cinéma, c'est se faire du bien avant tout. Et justement, pour rester dans la démarche de parler de comédie française, on va parler donc du tout nouveau film de François Ozon. François Ozon, qui est un réalisateur très prolifique, à qui on doit notamment l'an dernier Peter Van Kant avec Denis Minochet. Cette année, il revient avec Mon Crime, que j'ai eu l'occasion de voir au mois de janvier dans le cadre du festival Télérama, où il était diffusé en avant-première. Et donc il est sorti en France le 8 mars. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle, C'est un vieux cochon. Et elle aurait 5 ans de prison. pas forcément. Légitime défense. Alors c'est moi. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Moi aussi. Enfin, des femmes. Le film se passe dans les années 30, on y suit Madeleine Verdier, interprétée par la merveilleuse Nadia Tereskevich, une actrice que j'affectionne énormément. Dans le film, justement, elle joue une jeune et jolie actrice, sans le sou, qui est accusée du meurtre d'un célèbre producteur. Elle va être aidée par son amie Pauline, interprétée par Rebecca Marder, qui elle est une jeune avocate au chômage, et Madeleine, grâce à l'aide donc de son amie, va être acquittée pour légitime défense. À partir de ce moment-là, va commencer une nouvelle vie pour ces deux jeunes femmes, faite de gloire et de succès, jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. François Ozon a conscience d'adapter du théâtre avec un texte particulièrement bavard, donc il n'hésite pas à en jouer, dans le sens où ses acteurs vont venir adopter un jeu outrancier, où tout est grossi sans jamais être grossier. Ça passe par une gestuelle qui est amplifiée, les dialogues qui sont scandés, les expressions faciales prononcées aussi, et tout ça participe à cet aspect vaudeville, en quelque sorte, que porte Mon Crime. À l'affiche, on a un tandem de femmes, toutes deux nommées d'ailleurs pour le César du meilleur espoir féminin. D'un côté, donc Nadia Tereskevich, la douce Nadia Tereskevich que j'affectionne énormément depuis que je l'ai découverte dans Les Amandiers, et puis Rebecca Marder qu'on ne présente plus, tant elle a brillé dans de récents films, à l'instar du biopic sur Simone Veil, ou bien d'une jeune fille qui va bien, pour lequel elle a été nommée au César. Elles sont pétillantes dans ces rôles, d'autant plus qu'elles prennent vraiment le tribunal pour une scène en quelque sorte. Ce sont des jeunes femmes qui sont malicieuses et qui n'hésitent pas à utiliser leur fougue et leur jeunesse pour retourner la situation à leur avantage. C'est une comédie que je trouve rafraîchissante personnellement, dans le sens où on vient tourner au ridicule ces mâles blancs, ces vieux cochons, comme dit le personnage de Nadia Tereskevich dans la bande-annonce. Après, de là à dire que c'est un film féministe, disons que François Ozon ne se positionne pas forcément sur le sujet. Il ne se mouille pas, voilà. À aucun moment, il ne dit « je suis féministe », dans le sens où dans le film, ça se contrebalance, voilà. Oui, il y a l'empowerment, ce sont des femmes qui prennent le pouvoir, cependant, elles le font en mentant sur leur agression sexuelle. Alors oui, les femmes prennent le dessus, mais avec des moyens qui sont plutôt répréhensibles. Passons à un autre film sorti également le 8 mars, qui a valu à son acteur principal, Brendan Fraser, l'Oscar du meilleur acteur. On va parler de The Whale de Darren Aronofsky. Do you ever get the feeling people are incapable of not caring?
Le film suit le quotidien de Charlie, un professeur d'anglais prostré chez lui en raison de son obésité morbide. Il pèse 270 kg et alors qu'il sait qu'il n'en a plus longtemps à vivre, il va décider de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption. Le film donc suit le quotidien de cet homme prostré chez lui, il est incapable de se lever sans son déambulateur. Autrement dit, les cours d'anglais qu'il dispense en ligne représentent, on va dire, sa seule fenêtre sur le monde. Ça et les visites de sa fille, interprétée par Sadie Sink, qu'on connaît notamment de la série Stranger Things, dont le caractère détestable en fait contribue à tirer Charlie un peu plus vers le bas. Dans ce tableau, le spectateur il se pose comme un observateur. Il s'immisce dans l'intimité de Charlie pour mieux observer sa déchéance. Il y a certaines séquences qui pourraient presque être qualifiées de malsaines, tant la caméra semble perverse à son égard. Et puis avec The Whale, Darren Aronofsky, il s'enfonce dans le pathos. Ça fonctionne, c'est un film tire-larme, certes, mais on finit par se demander s'il n'en fait même pas trop à certains moments. Le réalisateur crée un sentiment de malaise chez le public qui est en proie à une grande pitié. Clairement, moi il y avait des séquences où j'avais presque mal pour Charlie, pour ce personnage principal, quand il tente de se baisser pour ramasser une clé mais qu'il n'y arrive pas. Ces scènes de nourriture aussi où il se jette sur ce qu'il a dans son placard avant de régurgiter en fait tout ce qu'il a avalé, ou bien encore la violence de sa fille à son égard. C'est vraiment des moments qui sont presque douloureux à vivre, ouais, en tant que spectateur. Quant à Brendan Fraser, l'Oscar est largement mérité, là-dessus pas de doute. Il impressionne, noyé sous des kilos de prothèses. Cependant, j'aime pas forcément la manière avec laquelle le réalisateur se pose vis-à-vis de lui, puisqu'il en vient presque à iconiser le moment dans la façon avec laquelle il filme ça. Je parle du moment en fait où le personnage va se lever pour la première fois au bout d'une trentaine de minutes à peu près. C'est le moment où il se dévoile en fait dans son intégralité et ça en fait, c'est certain, l'une des séquences les plus mémorables du film. Mais j'ai le sentiment que la caméra de Darren Aronofsky, elle va bien trop dans son intimité en fait. Elle colle à sa peau et il y a ce sentiment d'être vraiment une petite souris qui se glisse chez lui et qui observe sa chute, qui observe d'un œil assez pervers, ouais, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. Avant le film dont j'ai envie de vous parler, sorti le 15 mars, c'est pas pour un film vers lequel je me serais tournée en temps normal, mais on a décidé d'y aller sur un coup de tête avec quelques copines et ça valait le coup. Il s'agit du long métrage Sage Homme de Jennifer De Volder. Bienvenue à toutes les nouvelles étudiantes. C'est qui Meyer? Sage-femme. Toi, j'ai dit à tout le monde que j'avais eu médecine, donc tu fermes ta gueule, d'accord? Ils vont t'envoyer au bled, gros. Tenez. Non, mais je peux mettre ça, donnez-moi la bleue. Le premier outil de la sage-femme, c'est d'avoir de bonnes pompes. Tous les jours, on court un vrai marathon. Le film suit Léopold, un jeune homme qui vient d'une cité et qui a manqué le concours d'entrée en médecine et qui va choisir par défaut l'école de sage-femme en le cachant à son entourage. Il s'engage sans conviction dans cette nouvelle expérience jusqu'à ce que sa rencontre en fait avec Nathalie, une sage-femme qui travaille depuis des années dans ce métier, donc interprétée par Karine Viard, vienne bouleverser ses certitudes et va changer son regard en fait sur cet univers qu'il va commencer à trouver quelque peu fascinant. Déjà, je tiens à tirer mon chapeau pour le jeune Melvin Boomer, donc qui joue le personnage principal Léopold, qui porte vraiment le film sur ses épaules, qui parfois agit avec nonchalance, mais on sent en fait dans son regard aussi toute la déception de ne pas avoir été pris, et c'est vrai que la difficulté d'arriver dans un milieu qui ne l'intéresse pas forcément et l'attente, puisqu'il sait qu'il va encore devoir attendre quelques années avant de pouvoir tenter une passerelle vers la médecine. Tout ça se mélange en fait et on va voir au fur et à mesure son visage s'adoucir alors qu'il prend goût à ce métier de sage-femme. J'aime aussi le rapport qu'il entretient avec sa famille, la représentation qui est faite de la cité où on évite quand même le côté assez stéréotypé, dans le sens où c'est le seul en fait de la famille qui aspire à de grandes études et vis-à-vis des autres, c'est vrai qu'il craint de décevoir en fait, parce qu'il y a tant d'espoirs qui sont posés sur lui qu'il a peur de décevoir sa famille tout simplement. Donc c'est une des raisons pour laquelle est-ce qu'il va le cacher, mais c'est compliqué lorsqu'on vit au quotidien avec des personnes en fait de dissimuler une telle situation. Donc ce qui a créé parfois aussi des quiproquos assez amusants, notamment par rapport à son père. Le côté aussi à la fois scientifique mais aussi humain est bien montré, puisque évidemment la médecine et l'accouchement est une science, mais il y a toute une dimension humaine qui est essentielle, et dans le rapport à l'humain justement, Melvin Boomer va se montrer très doux dans son jeu, la façon avec laquelle il va traiter toutes ces femmes sur le point d'accoucher, mais aussi le rapport avec les pères qui parfois sont aussi stressés.
Et ce qui contraste un peu d'ailleurs avec le jeu de Karine Viard que je trouve faux. Karine Viard, j'ai tendance à trouver qu'elle accentue beaucoup lorsqu'elle parle. Elle accentue beaucoup les syllabes. Vous savez, lorsqu'elle parle, elle prononce chaque mot de façon très distincte. Et je trouve que ça manque en fait de naturel, voilà, dans son jeu. Là où Madeline Boomer, lui, est beaucoup plus dans l'émotion, beaucoup plus dans l'humain, elle, on a vraiment l'impression qu'elle récite un texte en fait. Et c'est vrai que ça me dérange. Heureusement, son personnage reste quand même assez secondaire et éclipsé à un certain moment du film. Mais même toute sa backstory, en fait, il y a une histoire avec une sportive, pardon, donc qui fait de la voile, et j'ai un peu de mal à voir ce que ça vient rentrer là-dedans. Évidemment que pour elle, la voile représente une forme de liberté. Le fait d'être sur l'océan, pour elle, c'est une façon de s'émanciper par rapport à son milieu, par rapport aux contraintes qu'elle a. Mais j'ai le sentiment que c'est posé là, en fait, et que ce n'est pas assez développé. Le regard féminin est là. Je me souviens d'être avec quelques copines dans la salle, et l'une d'elles avait dit « ça se voit que le film est clairement fait par une femme ». Ça, c'est certain. Même si c'est un homme, en fait, qui est en avant-plan... les femmes ont quand même un rôle assez présent dans le long métrage pour le coup, et le film tient vraiment en fait à déconstruire tous les préjugés qu'il peut y avoir sur les sages-femmes. Donc oui, le regard féminin est là, et j'aime aussi beaucoup le rythme que Jennifer de Volder crée, puisque le côté dramaturgique en fait et l'humour se mêlent très très bien, dans le sens où l'humour en fait ne vient jamais casser le dramatisme qui est instauré dans certaines séquences, ce qui peut parfois être le cas dans les comédies françaises. Là, lorsqu'il y a du drame, le drame il est là, et l'humour certes arrive par petites touches, mais ne vient jamais en fait faire éclater ce qui a été créé au préalable. Enfin, dernier long métrage que je vais vous présenter, on bascule dans un registre totalement différent, puisqu'on part du côté des super-héros américains avec le tout nouveau film DC Comics, Shazam, la rage des dieux. Listen to me, Billy. The fate of your world depends on it. The daughters of Atlas are coming for you. Children stole the power of all the gods. This is very personal, Billy. C'est la suite du premier opus sorti en 2019. Ce premier film qui nous présentait Billy Batson, un adolescent qui va intégrer une nouvelle famille d'accueil après avoir fui à maintes reprises. Et en parallèle, il va recevoir des pouvoirs, voilà, de la main d'un sorcier qui cherche un champion auquel il pourrait léguer toute sa force. Il va jeter donc son dévolu sur le jeune Billy Batson. Billy qui, lorsqu'il prononce le mot Shazam, va se transformer en adulte, une sorte de surhomme qui possède les capacités de plusieurs divinités grecques, à l'instar de Zeus, Mercure, Apollon, ou bien encore Salomon. Billy Batson qui, à la fin du premier opus, confiait une partie de ses pouvoirs à ses frères et sœurs qui, à leur tour, deviennent super-héros lorsqu'ils prononcent le mot Shazam. Ce second opus met également en avant des divinités grecques, cette fois-ci dans le rôle des méchantes. On a 3 sœurs, les filles d'Atlas, qui sont bien décidées à se venger des humains qui leur ont volé toute leur magie. Évidemment que Billy Batson et donc sa famille de super-héros vont décider de se battre contre ces forces maléfiques. Je vais poser ça là, parce que c'est important d'en parler en fait avant d'aller plus loin dans ma critique de Shazam 2. J'avais adoré le premier opus de Shazam, voilà. En 2019, j'avais 16 ans, je m'étais posée dans une salle de cinéma avec une amie et j'avais fait la connaissance de Billy Batson qui avait mon âge, Billy Batson qui était également un lycéen et qui se retrouvait doté de capacités dont il apprenait en fait toute la responsabilité qu'elle pouvait engager. Donc c'était un parcours moi qui me plaisait, j'aimais le personnage de Billy Batson en lui-même, j'aimais les interactions qu'il avait avec ses frères et sœurs, j'aimais le méchant Tadeusz Sivana interprété par Mark Strong, j'aimais ce côté teenage en fait du film tout simplement qui correspondait totalement à ce que je vivais à l'époque. Mais voilà, 4 ans se sont écoulés, j'ai 20 ans désormais et peut-être ai-je vieilli, mais j'ai trouvé l'humour de ce Shazam 2 particulièrement gênant. J'ai été mal à l'aise à plusieurs reprises. Et c'est dommage parce que le film partait bien, dans le sens où la scène d'introduction, moi elle m'a plu, voilà. La scène d'introduction qui se déroule dans un musée, où on a les filles d'Atlas qui s'en prennent en fait aux visiteurs du musée, ça pose la menace, on fait connaissance avec leurs pouvoirs, et je me disais, ok, le film prend une direction qui me plaît, on va parler mythologie, ça m'intéresse. Et en fait, mes espoirs sont douchés, puisque peu de temps après, on a un pont qui manque de céder, et on a toute la famille de Billy Batson qui va à la rescousse, et c'est là que commencent les interactions entre les personnages, interactions que j'ai trouvées particulièrement gênantes, dans l'écriture des dialogues notamment,
puisque ça ne fonctionne pas. Voilà, à aucun moment en fait on arrive à ressentir le lien qui unit ces personnages, et peut-être hein, que si je revoyais le premier film, j'aurais à nouveau ce même avis, mais c'est vrai que j'ai trouvé que les interactions entre les personnages ne fonctionnaient absolument pas. C'est le sentiment d'un dialogue de sourds en fait, qu'ils ne cherchent pas à s'écouter les uns et les autres. Et puis Billy Batson, dans le premier film, on a tout un cheminement quand même qui mène à sa prise de conscience, la prise de conscience qu'il a des responsabilités et qu'il a beau être un adolescent dans un corps d'adulte, il doit apprendre à gérer tout ça. Et donc, le second film commence et on a le sentiment que tout ça a été balayé, et pendant le film, en fait, Billy Batson va reprendre ce cheminement-là pour réaliser à la fin du film que, oh bah tiens, il a des responsabilités. Ah super, sauf que c'est quelque chose qui était déjà montré à la fin du premier opus. C'est vraiment balayer tout ce qui a été fait jusqu'à présent pour reprendre le même parcours. Donc ça, c'est assez décevant. Après, visuellement, c'est assez laid. Hein, là-dessus, fallait pas s'attendre non plus à énormément de choses. Le premier film, c'est vrai, jouait moins sur les monstres. Alors, il y avait certes les 7 péchés capitaux qui étaient représentés sous la forme de créatures qui suivaient le méchant Thanos Sivana, qui étaient certes assez dégueux, mais assez dégueux visuellement, je veux dire. Mais là, dans le second opus, on a des paysages entièrement CGI, notamment là où résident les filles d'Atlas, et c'est laid. Voilà, à aucun moment on y croit. Et je suis déçue parce que les vilaines marchent beaucoup moins bien que dans le premier film. On a du mal déjà à comprendre leur motivation. Enfin, je veux dire, je trouve que ça manque en fait de... Ouais, ça manque en fait du fait de poser les enjeux. C'est pas assez introduit pour le coup. Certes, on a cette fameuse scène d'introduction, mais encore, on a du mal à cerner le pouvoir de certaines de ces vilaines. D'autant plus qu'on nous montre certains pouvoirs dans la scène d'introduction qui ne seront jamais réutilisés par la suite. Donc, ça me déçoit parce que, voilà, moi je porte énormément d'affection pour le premier Shazam. Cette ambiance lycéenne qui me plaît, et même là, la facette lycée en fait est assez occultée. Donc pour le coup, moi je vous recommande le premier Shazam qui était un film rafraîchissant, dans le sens où c'était la première fois, enfin depuis très longtemps qu'on n'avait pas vu de super-héros juvéniles. Enfin moi, l'une des rares références que j'ai vis-à-vis de ça, c'est Kick-Ass. Mais là, je trouve que ce second opus ne fonctionne pas, d'autant plus que on a un caméo d'une super-héroïne DC Comics. De toute façon, vous allez voir de qui il s'agit. Hein. DC Comics a dévoilé, voilà, quelques jours avant la sortie du film, de qui il s'agissait. Un caméo qui ne fonctionne pas, clairement, qui est juste là pour le fanservice. Et c'est triste parce que lorsqu'on en vient à dévoiler un caméo avant même la sortie du film, c'est un aveu d'échec. On va passer au livre et j'ai un ouvrage à vous présenter. Je poursuis dans ma lancée puisque je découvre peu à peu les ouvrages de ce mangaka. Il s'agit de l'un des ouvrages les plus iconiques du mangaka japonais Junji Ito, spécialiste de l'horreur. On va parler de Spirale. Spirale, c'est l'histoire de la petite ville de Kuruzu qui est hantée par la malédiction de la spirale, une force maléfique qui va s'immiscer peu à peu dans leur quotidien. On y suit un tandem de personnages principaux, un couple de lycéens, donc d'un côté Kirie et de l'autre Suichi, qui eux sont bien déterminés en fait à comprendre d'où vient cette fameuse malédiction. L'histoire débute lorsque le père de Shuichi, je vais arrêter de le prononcer à ce stade, donc lorsque le père de ce lycéen va décéder des suites de son obsession pour la spirale. Ce qui donne lieu à l'une des planches les plus iconiques de Junji Ito. Je vous la montre, ça apparaît dès le début, c'est celle-ci, donc où le père donc on a Shuichi et sa mère qui découvrent le père de Shuichi qui a pris la forme d'une spirale tant il était obnubilé par cette forme. Donc l'histoire commence là-dessus, on a une succession de nouvelles. Alors certes, il y a un cheminement logique, clairement, l'histoire avance au fur et à mesure, mais en fait, le manga est découpé sous la forme de petites nouvelles, de petits épisodes en fait, qui correspondent chacun à un événement produit par la spirale. Par exemple, l'apparition des limaçons, donc des hommes qui se transforment en limaces au fur et à mesure, donc une spirale grossit sur leur dos, ce qui va faire donc la forme d'une carapace, comme vous pouvez le voir ici. On a aussi les cheveux, par exemple, de Kirie, qui vont se mettre à pousser et à prendre la forme d'une spirale. Voilà, une spirale incontrôlable qui attire l'attention de tous les gens qui la regardent, comme on peut le voir sur cette planche-là. Ça passe par des tempêtes qui sont formées par les gens, ne serait-ce que par leur simple souffle, par exemple, comme on peut le voir juste ici. Et vous l'avez vu, le style de Junji Ito est assez exceptionnel. Enfin, moi, je suis tombée amoureuse de Junji Ito, enfin du style de Junji Ito. On va éviter les confusions. Non, sérieusement, je suis tombée amoureuse du style de Junji Ito depuis que j'ai eu la chance de le rencontrer en vrai à Angoulême. Je le répète à chaque fois que j'évoque cet auteur, mais c'est vraiment cette sensation d'ouvrir une porte, vous savez, dans laquelle vous engouffrez, d'avoir un univers entier qui
qui s'ouvre devant vous. Moi je suis une grande amatrice des nouvelles fantaisistes, des nouvelles fantastiques où on a un brin d'horreur à l'instar des nouvelles de Lovecraft, des nouvelles de Stephen King, du coup de Junji Ito, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et ce sont des œuvres qui sont vraiment portées par un concept spécifique, ici par donc le concept de la spirale. Et je suis tellement heureuse de me plonger dans cet univers parce que chacune des œuvres que je lis de Junji Ito est une nouvelle découverte et me donne un peu plus envie d'aller plus loin dans sa bibliographie. Donc pour l'heure j'ai lu Soichi, j'ai lu Spirale, il me tarde de me plonger dans d'autres histoires, d'autant plus que déjà ici, moi je suis tombée amoureuse du binôme Shuichi, Shuichi, c'est laborieux, hein. Je suis tombée amoureuse du binôme Shuichi et Kirie qui fonctionne à merveille. La façon avec laquelle ils enquêtent l'un avec l'autre, leur interaction, enfin c'est vraiment un tandem de personnages que j'affectionne particulièrement, auquel je me suis vraiment attachée. Et puis ce que j'apprécie aussi, c'est que vous pouvez avoir le premier sens de lecture en mode la ville est hantée par une force maléfique, la forme de la spirale, ça les fait dégénérer et puis ça s'arrête à là. Mais en réalité, à la fin de l'ouvrage, en fait, on a une postface, donc écrite par Masaru Sato, qui est un écrivain et ancien diplomate, qui vient s'intéresser à la forme de la spirale et qui s'interroge, est-ce que la forme de la spirale, donc qui est évoquée par Junji Ito, ça ne serait pas une représentation du capitalisme? Dans le sens où cette force mystérieuse, en fait, cette spirale contre laquelle les hommes ne peuvent pas lutter, elle est issue de ruines, ça on l'apprend à la fin du récit, qui sont construites par les hommes eux-mêmes. Donc ce sont des ruines qui ont été construites par une ancienne civilisation, et c'est assez étrange parce que en fait, les hommes sont hypnotisés, ils sont détruits par la spirale qu'ils ont eux-mêmes construite. Donc la civilisation est détruite, et puis par-dessus on a la renaissance d'une nouvelle civilisation, par-dessus ces ruines donc qui sera ensuite détruite. Et puis tout ceci forme un éternel recommencement. Et donc dans l'essai à la fin de l'ouvrage, Masaru Sato, il suggère de remplacer cette spirale par un capitalisme. Le capitalisme, ça dépouillerait en fait les hommes de leur humanité, comme la spirale le fait, au point que les hommes finissent même par se dévorer eux-mêmes à la fin du récit, à dévorer les limaçons, donc qui étaient quand même avant d'anciens humains. Donc le capitalisme qui dépouille les hommes de leur humanité. Et Junji Ito se servirait dans cette histoire de l'horreur pour montrer la déchéance d'une société sous l'emprise du capitalisme. Par exemple, la spirale qui vient littéralement engloutir les personnages, comme le capitalisme engloutirait littéralement les personnes. Si vous savez, dans cette quête d'argent, dans cette quête d'être... simplement dans cette quête en fait de... Ouais, dans cette quête monétaire en quelque sorte, dans cette quête d'être le plus riche, de s'élever socialement grâce à l'argent. Cependant, il n'y a pas de fatalisme dans l'histoire, puisque Junji Ito suggère que l'amour de Kirie et Shuichi pourrait sauver cela. Puisque dans l'histoire, ça sous-entend que leur amour serait celui qui viendrait à bout de la malédiction de la spirale. Donc pour Ito, la seule solution en fait, ça serait de revenir à notre humanité originelle en aimant les autres comme on s'aime soi-même. Ça peut paraître peut-être un peu tordu dit comme ça, d'autant plus si vous n'avez pas en fait connaissance de l'œuvre, mais c'est vrai que lorsqu'on achève en fait Spirale et qu'on lit cette postface, tout prend sens en fait. C'est vrai qu'il ne s'agit pas juste de petits événements fantastiques qui ont lieu tout au long de l'histoire, mais que ça peut réellement prendre un sens dénonciateur de notre société si l'on se dit que en réalité tout ça n'est qu'une critique du capitalisme. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos dernières découvertes culturelles, ça m'intéresse.